Merci à l'association et au musée de me recevoir pour cette communication. Merci au public aussi pour être venu en nombre. Donc, on va faire un petit tour par Nîmes à l'époque républicaine, donc dans le cadre de ce séminaire, enfin, c'est pas un séminaire, mais de ces conférences sur la Transalpine avant la Narbonnaise. Et aller du coup voir un petit peu ce que cette ville a pu conserver comme vestige au travers des fouilles anciennes, récentes, plus ou moins récentes, et puis les deux dernières que j'ai pu mener en 2021 et 2023 sur les quartiers nord et autour du Jean Jaurès. Donc juste pour reposer le cadre, hein, Nîmes fait partie de la province de Transalpine, elle est située à peu près au milieu, c'est la capitale des Vols carrés comiques. Donc eux, ils occupent un territoire qui est compris entre le Rhône, la mer Méditerranée, les Cévennes, et plus ou moins le secteur où nous trouvons pour l'ouest. C'est un des territoires les plus importants de la province, avec celui des Volques Tectostage à Toulouse, et puis les Allobroges autour de Vienne. Donc Nîmes, c'est pas la seule ville. Vous avez sur la carte un certain nombre d'autres agglomérations qui ont livré aussi des vestiges de ces époques-là, qui sont représentés par des petits points. Simplement, c'est la capitale, c'est là où convergent la plupart des voies. Et elle est très bien située sur la voie domitienne et au contact d'une source pérenne qui, euh, qui débite énormément d'eau. Voilà Alors là, j'ai rassemblé toutes les périodes. C'est histoire de se repérer. C'est le fond de carte topographique et on a sur cette carte l'ensemble représenté par des pastilles de couleurs, l'ensemble des aires urbaines en fonction des périodes. C'est une carte qui est assez connue. Elle est basée sur les travaux de Martial Monteil, Marc Sellier et puis de Jean-Yves Breuil, le dernier qui a fait une synthèse à la suite du rendu du rapport de la fouille Jean Jaurès. Donc, vous avez en noir le rempart augustéen, qui délimite vraiment la ville à l'époque romaine. Les principaux monuments qui sont représentés, vous reconnaissez les arènes en bas, la maison carrée à peu près au centre, et puis le sanctuaire de la Fontaine sous sa forme romaine, et le tracé de l'aqueduc. Et nous, on va plus particulièrement s'intéresser à la pastille grise, surtout la gris clair, puisque c'est l'emprise de la ville à l'époque dont on parle, à savoir entre le 2e et le 1er siècle avant Jésus-Christ. Et vous voyez, du coup, puisque je les ai représentés, que les deux fouilles en question sont opportunément situées soit dans la pastille, soit au contact proche au sud. Et donc, de ce fait, elles ont livré des vestiges de cette période assez bien conservés pour la plupart d'entre elles. Donc pour faire un petit point sur la ville, c'est une agglomération qui du coup évolue dans un territoire de Piémont, disons, au sud du Mont Cavalier. Elle est créée à la fin du 7e ou au début du 6e siècle, ça c'est les données de Roger de Lille, hein. On a vraiment des niveaux 7e siècle avant Jésus-Christ tout au fond, avec des occupations de cette époque, dans ce vallon. Son dynamisme urbain maximal, il est compris entre le 1er siècle avant et le 1er siècle après. Là, il y a vraiment une explosion, c'est autour de l'ère augustéenne, disons. Et on a une rétractation dans la pastille verte à l'époque médiévale. C'est actuellement toujours l'écusson nîmois qui constitue aujourd'hui le cœur du centre-ville de Nîmes. Alors sur cette carte, vous avez aussi l'emprise des nécropoles en violet, foncé pour les nécropoles antiques, violet clair pour une série de tombes républicaines qui ont été trouvées avant la construction du rempart augustéen dans la zone. Je ne sais pas si je peux pointer. Hop, 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 hop. Ah, ça marche, impeccable. Ici, voilà. Et en jaune, les tracés assurés ou plus ou moins assurés des voies, dont la Domitienne, ici, qui traverse la ville et qui ressort vers Beaucaire de ce côté-là par la porte Auguste. Voilà. Et ici, c'est la porte du Cadéro. Et évidemment, la Fontaine qui s'évacue par ici et le Cadéro d'Alès qui passe en bordure de la ville ancienne. Donc on va resserrer la focale. Voilà la pastille de Nîmes telle qu'elle est au second et premier siècle avant Jésus-Christ, telle qu'on peut l'apercevoir en tout cas au travers des travaux archéologiques.
avec une agglomération d'une quarantaine à une cinquantaine d'hectares, si on compte les faubourgs. Cette partie-là plus foncée, c'est vraiment la ville ancienne, hein, celle qui est créée au 6e et qui ensuite perdure encore, et qui va s'étendre ensuite, hein, dans cette zone-là. J'ai représenté la vasque de La Fontaine, mais évidemment à cette époque, on ne sait pas exactement quelle est l'organisation architecturale autour de ce cœur de site. Et elle déborde au 1er siècle avant sur à peu près ces emprises-là, c'est les faubourgs, hein, qui sont débordants au niveau du Jean Jaurès, au niveau de la Maison Carrée qui se trouve à peu près ici, et puis au niveau des Halles de Nîmes, pour ceux qui connaissent. Voilà, c'est à peu près les trois emplacements où on a un débordement de l'urbanisme et donc des constructions de maisons et d'autres bâtiments. Pour vous donner une idée par rapport aux autres agglomérations et à la même époque, j'ai représenté du coup un certain nombre d'agglos par rapport à ce qu'on en connaît en termes d'emprise, et c'était pour vous montrer ça que Nîmes finalement elle est grande, c'est une des plus importantes, mais quand on la représente à la même taille avec les autres, c'est pas non plus aberrant, et on est quand même, certes dans le sommet du panier, mais finalement Brignon, Nage, Latte ou même Murviel ou jusqu'à Laudun, c'est pas bien loin derrière, et pour cette période, on a du mal finalement à la dissocier de ces altères égaux qui sont représentés là par les points rouges. Alors j'ai représenté que celles qui sont sous forme de points rouges. Pour les autres, c'est un peu plus compliqué. Soit on connaît mal les sites, soit on a moins d'informations. Mais en tout cas, bon, il y a des toutes petites choses aussi, hein, je les ai mis en bas là. Mais globalement, dans ces secteurs, dans ces villes-là, on est quand même dans des choses qui sont assez comparables. Et pour avoir fouillé sur Murviel, on est aussi dans des vestiges qui sont assez comparables pour cette période-là, hein. Je retrouvais à Rouget-de-Lille totalement ce qu'on pouvait avoir sur Murviel, et vice-versa finalement, avec le même type d'organisation urbaine. Voilà, ça c'était pour faire un point sur le global, et puis ben, on va commencer à rentrer dans la topographie urbaine, et donc j'ai vraiment inséré les fouilles dans ce qu'on connaissait déjà, et qui sont liés aux travaux de nos prédécesseurs, et qui était compliqué de passer sous silence, c'est juste de parler de Rouget-de-Lille, donc j'ai fait une sorte de synthèse. Donc on va commencer par les abords de la ville, puis on va rentrer ensuite, on va passer le rempart, et à chaque fois j'insérerai les données de fouilles dans le contexte connu pour la cité à cette époque. Donc on commence par l'extérieur proche. Donc je vous parlais de cette éventuelle zone de nécropole. Donc là c'est plutôt une série de tombes qui ont été trouvées par-ci par-là, mais de manière assez concentrée quand même, qui font qu'on suppose qu'il y a une sorte de concentration autour de ces axes-là, entre la Domitienne, cet axe ici qui est la route qui mène à Espérant, et puis peut-être le long d'une voie qui relie les deux. On a aussi des tombes isolées dans la partie nord que j'ai pas mis ici, hein, voilà. Et tout ça, ben, évidemment, n'est pas touché par les fouilles que j'ai pu mener, donc j'en parlerai assez peu, mais par contre, ça se met en place dans un terroir qui est extrêmement occupé d'un point de vue agricole. On a énormément de traces de plantations de vignes, des vergers, des champs labourés, donc le terroir proche autour de la cité est très occupé, très exploité, et ça se traduit souvent en fouilles sous cette forme. Ça, c'est les fouilles de l'abattoir d'une collègue, Marie Rochette, qui a travaillé un peu au sud du Jean Jaurès, hein, c'est un peu plus bas ici. Ça, c'est sur le Cadéro Jean Jaurès, donc c'est la fouille que j'ai menée en 2023. Donc vous voyez, ça se lit sous forme de tranchées dans lesquelles on plantait les vignes, évidemment. Et là, j'ai mis le plan du Jaurès, donc de la fouille de Jaurès, où on a aussi des traces de champs au plus proche, finalement, de la ville ancienne. Voilà. Donc voilà, je passe assez vite, mais c'était simplement pour dire que la ville est vraiment entourée par un terroir totalement exploité d'un point de vue agricole, ce qui n'est pas étonnant en définitive. Donc on va rentrer cette fois dans le cœur du sujet et dans la topographie urbaine, puisqu'on va passer le rempart. Et on va en parler un petit peu à propos de la fouille de Cadéro. Donc, pour reprendre, on retourne toujours sur cette pastille grise. Vous avez le cœur urbain ancien, l'extension républicaine et les faubourgs. Et le rempart, c'est ce pointillé qui est une restitution, mais dont on connaît plusieurs points. Le plus important et le plus connu par les gens, c'est évidemment la Tourmagne et les tronçons de Courtine
qui ont pu être fouillés ou découverts à côté. Alors la Tourmagne, ça c'est sa version romaine, tout le monde connaît celle-ci. En revanche, à l'intérieur, il y a la tour proto-historique, plusieurs états. C'est un dessin de Michel Pie, puisqu'il a eu l'opportunité de fouiller dans les années 80 ce secteur, et il a pu déterminer deux états. Un état 4e siècle avant Jésus-Christ, c'est le bleu, et celui qui nous intéresse, un état en jaune, qui est plutôt fin 3e, début 2e siècle avant Jésus-Christ. Donc c'est celui qui est encore présent lors de la conquête romaine de la province. C'est celui que les Nîmois ont entretenu jusqu'à l'époque d'Auguste. Voilà. Il était englobé dans la maçonnerie romaine, qui est représentée en saumon sur ce dessin. Et aujourd'hui, quand on visite la Tourmagne, c'est finalement le volume du rempart proto-historique dans lequel on monte. L'escalier en béton est à l'intérieur. Il a été entièrement vidé par un fou qui a décidé qu'il y avait un trésor, donc voilà, il a tout enlevé. Mais finalement, ça nous a conservé la forme même en négatif évidemment, hein, de la tour, qui devait ressembler à peu près à ça. Donc c'est un dessin de Pierre Varenne, et qui est une tour qui signale à la fois la ville et probablement aussi le sanctuaire de la source, puisqu'il est situé vraiment juste au-dessus. Vous êtes sur la costière, s'il n'y avait pas la ZUP à côté, vous ne voyez que la Tourmagne, elle est vraiment visible de très très loin, notamment du sud. Donc ça, c'est le point principal de connaissance du rempart ancien. Ensuite, je le cite, c'est un point qui a été signalé par Martial Monteil et Marc Sellier, qui ont vu dans une cave à cet endroit, pas loin de la maison carrée, hein, un fossé de très grande dimension qui pourrait être la continuité de celui dont on parlera à propos de la fouille de la place Jules Guesde et de la fouille de Cadéro. Voilà, on n'a pas d'image, mais c'est possible qu'à cet endroit-là, on ait la continuité de ce fossé et que du coup, ce soit un point aussi connu du rempart, évidemment avec la possibilité, enfin toutes les guillemets qu'on peut mettre autour d'une découverte un peu fortuite et puis dans une cave. Mais bon, un gros fossé, généralement, c'est quand même plutôt quelque chose qui a trait, notamment vu l'emplacement, à du défensif, quoi. Je parle de Rouget de Lille pour ne pas en parler, tout simplement parce qu'on attendait éventuellement sur cette fouille aussi, et une extension du rempart qui aurait pu englober ce quartier, qui, entre le 4e et le 3e siècle, est hors les murs. Donc on s'était dit, en tout cas les chercheurs de précédents avaient pensé qu'éventuellement il pouvait y avoir un tronçon de courtine qui allait protéger ce quartier et qui passait à peu près ici, pour rejoindre la rue Rouget de Lille qui est sur la crête, à cet endroit-là. Vous verrez dans les plans qui vont suivre qu'on n'a rien trouvé. Et donc, il faut imaginer plutôt, si tant est qu'il y ait un rempart, qui passe plus haut et qui se positionne plutôt sur la crête supérieure, c'est-à-dire au sommet du vallon, l'actuelle plus ou moins rue Mallarmé. Et puis, ça restera encore une hypothèse, puisque dans ce secteur, on n'a pas trouvé de structure défensive. Et enfin, l'autre point de découverte tangible, cette fois, c'est le secteur de la place Jules Guesde, grosso modo du nord du Jean Jaurès, sur lesquels on a 3 fouilles, alors certes qui ne se touchent pas, mais qui sont pas loin les unes des autres, et qui permettent de documenter des structures défensives de la ville et un réseau viaire assez dense. Donc, vous avez la fouille Cadéro-Jean Jaurès, la dernière, ça c'est celle que j'ai pu mener en 2023. La première, c'est la fouille Jules Guesde en 87, menée par Marc Sellier. Et ici, vous avez le nord du boulevard Jean Jaurès, la fouille du boulevard Jean Jaurès, menée par Jean-Yves Breuil et Bertrand Wix en 2007. Ici, j'en parle pour dire que ça, c'est la Domitienne, hein, qui arrive depuis le sud, qui s'accroche ici à probablement un espace empierré assez large. Et comme nous, on a retrouvé un petit tronçon de rue, il est facile d'imaginer qu'il puisse au moins aller chercher cette patte d'oie et ensuite récupérer une sorte de placette à cet endroit-là. Et la fouille de la place Jules Guesde avait mis en évidence un grand fossé avec une série de murs, une voie entre les deux. Mais le problème, c'est que quand on a ouvert ici, qu'on a commencé à comprendre ce qu'on sortait, on s'est retrouvé avec des vestiges qui étaient divergents et qu'il est difficile de raccrocher dans un premier temps. Alors là, pour l'instant, je n'ai pas encore attaqué le post-fouille, donc ça reste des données assez brutes de sortie de fouille. Simplement, si jamais... Tout ça, c'est concomitant, hein, les deux fossés sont comblés en même temps, on a le même matériel dans les deux. Les murs, j'ai pas vu les murs de Jules Guesde, mais en tout cas, celui de Cadéro, vous verrez sur les photos, c'est absolument pas un mur de maison, hein, ça c'est sûr.
Donc on peut peut-être imaginer une entrée en chicane, c'est possible, pourquoi pas, ou alors des problèmes d'orientation à droite et à gauche qui permettent pas de relier ces vestiges. Quoi qu'il en soit, ou alors une assiette défensive très large avec fossé, mur, fossé, mur, fossé, mur et des espaces qui s'intercalent comme ça. On en restera là, je pense, pour l'instant, tant que j'ai pas avancé un peu sur le post-fouille, et puis peut-être même après le post-fouille, ça va être un peu coton, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a l'assiette défensive du rempart qui vient au moins jusqu'à ce fossé-là, voilà, et qui est du coup assez large. Pour vous donner une idée du type de vestige que ça représente, donc ça c'est la voirie, hein, qui est du deuxième avant. Il y avait assez de matériel pour vraiment la dater. Le fossé, vous l'avez en coupe ici, il est récuré au moins 5 fois. Il fait plus d'1,50 m de haut pour 3 mètres de large à l'ouverture. Donc c'est aussi assurément un fossé de gros calibre et défensif, même s'il est probablement un peu plus petit que celui qu'avait vu Marc Sellier en 87. Et enfin le grand mur, donc il y a des bâtis de maisons qui se sont appuyés dessus après coup. Donc vous voyez la différence entre ce mur qui est construit en moyen appareil de calcaire gréseux ou coquillé qui provient soit de Beaucaire, soit de Sommières, et le bâti typique nîmois des Solins, de maisons domestiques, qui sont beaucoup plus étroits, ils font une cinquantaine de centimètres, et surtout sont construits avec les calcaires durs de la ville, qui sont ceux de la colline. Donc voilà, c'était pour vous montrer un peu l'état des vestiges, donc c'est quand même assez dérasé. Le mur il fait 1 mètre, c'est pas énorme, mais juste pour vous donner une petite idée de comparaison, le mur en grand tardo-hellénistique du rempart d'Uzès, il fait 1,20 m. Donc, et c'est pourtant, pour le coup, vraiment un rempart. Donc, c'est pas forcément aberrant non plus. Alors, est-ce que c'est un mur qui maintient un terre-plein, un aguerre à l'arrière ou autre chose? J'en sais rien pour l'instant, hein. Et puis, ça va être difficile de le confirmer. En tout cas, pour nous, c'est probablement une clôture. On parle de rempart ou de clôture, ou de. Voilà, mais c'est une clôture défensive. Si on continue dans les monuments publics, et ben pour l'époque républicaine, ça va être assez vite vu. C'est assez. Alors, en dehors de quelques blocs, je pense, qui traînent à droite à gauche. Pour des monuments en place, le seul qu'on connaisse vraiment et qui est publié, c'est celui de Villaroma, qui a été trouvé dans les années 90. Autour du jardin de la Fontaine, voilà. Donc vous avez ici une image de la fouille avec le portique, c'est un portique, hein, voilà, qui est orienté, ouvert vers le secteur du bassin de la source. Vous avez les photos de l'époque, c'était une fouille de Michel Piscor, donc voilà, la plupart des photos sont du héros. C'est du grand appareil, avec des piliers qui sont sur des bases décorées, et bâtiment qui a été démantelé lors de la construction du sanctuaire augustéen, et qui du coup a été englobé dans les structures romaines postérieures. C'est pour ça que ce pilier il est encadré de deux grands murs là, en grand appareil. Donc je vous montre quelques images, là ça c'est des données de Michel Pille, qui avait restitué le bâtiment, qui en a fait une planche aussi vis-à-vis des autres portiques qu'on connaît dans le secteur de Gaule méditerranéenne. Il faut rajouter depuis un exemplaire à Uzès qui a été découvert sur la fouille de l'ancienne gendarmerie et qui ressemble à peu près à celui-là, un petit modèle. C'est des bâtiments typiques de l'architecture, typiques des villes gauloises, même si l'architecture peut être de type hellénistique. Euh, c'est des monuments qu'on trouve uniquement dans les villes gauloises et qui sont liés en fait soit à des rites, soit à du civique de ces villes-là. On trouve souvent associé des statues, du bestiaire type chevaux gaulois. Alors tout ça c'est trouvé à Nîmes, hein, ou ces linteaux à loge céphalique, ça c'est pour accrocher les crânes, ou les masques qu'on connaît par ailleurs dans d'autres sites du monde gaulois aussi, et puis des ex-voto transcrits en grec mais de langue gauloise, et celui-là qui est très connu, qui a été trouvé dans la vasque de La Fontaine au XVIIIe siècle, et qui est aussi inscrit, je ne sais pas si on le voit bien sur la photo, c'est du grec. Voilà. Et la statue qui est au musée de Nîmes aujourd'hui, qui a été trouvée en place juste à côté du portique. Donc c'est des statues de guerriers accroupis, comme on peut en voir à Glanum, Entremont, Roquepertus et j'en passe. Donc voilà, à Nîmes, on est chez des Gaulois et c'est sûr, il n'y a pas de problème. Ils sont totalement dans le jus de ce qui se passe ailleurs en Gaule méditerranéenne, et pour cette période-là, là on est à la fin second, début 1er siècle avant Jésus-Christ, c'est totalement conforme à tout ce qu'on peut avoir vu ailleurs sur des sites mieux conservés des fois pour ces monuments-là.
Hop. Alors, si on passe cette fois au tissu urbain, on est aussi, jusqu'à présent, on était un peu limité en termes d'interprétation, puisque on avait assez peu de données complètes sur des grandes surfaces qui permettaient d'avoir des plans complets, des ensembles de rues, etc. Et paradoxalement, sur cette thématique, il faut encore attendre finalement la fouille de Rouget de Lille de 2021 pour cette période-là de la ville, hein, j'entends bien, parce que pour l'époque romaine, c'est bien mieux connu, hein, mais pour cette période ancienne, et même plus ancienne en ce qui concerne Rouget de Lille, il a fallu attendre cette fouille pour qu'on puisse avoir des plans phasés suffisamment complets pour interpréter vraiment l'évolution du tissu urbain, des rues et des bâtiments. Donc, je vais quand même rappeler là où on a des points de découverte importants de bâtis urbains de cette époque. Donc, on est là sur les fouilles de la Maison Carrée, toujours menées par Marc Sellier, dans les années, début des années 90. Donc vous avez le plan des vestiges de l'époque républicaine qui sont antérieurs au Forum. Donc vous avez la Maison Carrée, c'est cadastralement, c'est le grand bâtiment là. Il faut savoir qu'à cet endroit-là, tout le dernier tiers du 1er siècle avant Jésus-Christ est déjà consacré à la construction d'un premier puis du deuxième forum. Mais dessous, au milieu du premier avant, disons, ou en tout cas dans la première moitié du premier avant, on a deux rues parallèles, espacées de 8 mètres, et une série de bâtiments ici, et un autre petit test ici qui a livré à peu près les mêmes choses, qui s'articulent autour de plusieurs pièces, et qui, au vu de ce qui a été découvert, ne peuvent être que des maisons assez richement décorées. Donc là, je vous montre quelques photos. Bon, celle-là, tout le monde la connaît. Il y en a des un peu moins connues. Où vous voyez clairement le quartier transparaître sous les éléments de construction du forum. Et puis cette belle mosaïque qui a été découverte aussi sur cette fouille et qui dénote très clairement qu'on est là face à des maisons avec des pièces de réception. Il y avait les enduits peints aussi, et puis évidemment le mobilier qui permet de dire que ce quartier est occupé au moins en partie, mais en grande partie par des habitations. Donc ça, c'est les fouilles de la Maison Carrée. Donc paradoxalement, on connaît mieux les faubourgs que le cœur de ville, hein, voilà, jusqu'en 2021. Puisque le deuxième point de découverte où on connaît extrêmement bien le tissu urbain, c'est la fouille de Jean Jaurès, et c'est le nord de la fouille de Jean Jaurès, où je vous ai dit qu'il y avait un petit faubourg qui s'installait au droit du rempart, on l'a vu un petit peu tout à l'heure. Et là, je vous ai mis en fait les découvertes de cette fouille. Donc, ce sont un certain nombre de petits bâtiments avec énormément de petits foyers. Et en fait, c'est tout un quartier de forgerons qui s'installe hors les murs, mais au contact direct de la fortification. Et qui est en contact aussi direct avec la voie domitienne. Ils sont vraiment adossés contre cette rue. Ils construisent et ils fabriquent essentiellement des petits objets en fer et pour beaucoup liés au trafic routier, donc des cerclages de roues, des petites choses qui sont liées à la construction des chariots, etc., de la clouterie, des choses comme ça. Il y a un petit peu de bronze, mais c'est vraiment à la marge. Donc il faut signaler aussi dans ce quartier, là j'ai pas de plan parce que c'est des découvertes anciennes, hein, sont signalées dans la thèse de Martial Monteil, c'est qu'il y a beaucoup de découvertes anciennes aussi d'ateliers liés à la poterie ou au four, aux lampes à huile, avec des découvertes de fours de temps en temps au 19e, au 20e, ou des découvertes de surcuit, enfin de choses comme ça. Voilà. Donc c'est visiblement une zone artisanale quand même assez active pendant tout le 1er siècle avant Jésus-Christ. Et si on rentre dans la ville, eh ben, vous avez à peu près l'étendue de tout ce qu'on connaissait avant Rouget de Lille sur les vestiges du 1er siècle avant Jésus-Christ dans Nîmes. Donc la principale information, elle provenait de Villaroma. Donc c'est un site qui est compliqué il n'est pas publié, donc du coup c'est compliqué d'avoir autre chose que des plans. Donc on passera très vite dessus, mais visiblement là il y a du potentiel quand même. Ici, il y a quelques murs sous une domus romaine qui sont sortis dans la fouille de la maison de santé protestante, mais on ne peut pas en faire grand-chose non plus, on a une voie aussi. Et ici, c'est une fouille de Pierre-Yves Gentil, enfin surtout un sauvetage de Pierre-Yves Gentil en 1981, où il a trouvé ici des bétons. Donc là, on sait qu'on a une domus. Et finalement, la pastille la plus intéressante, c'est toujours la place Jules Guesde, où on avait un habitat probablement assez ancien, en lanière,
Et on verra qu'on le retrouve à Rouget-de-Lille, et qui du coup, ça c'est un habitat typique aussi gaulois, et qui daterait plutôt un peu plus tôt, hein, du 3e, 2e avant Jésus-Christ. Donc voilà pour le contexte urbain, et ensuite, voilà les nouveautés depuis 2021. Donc, il y a eu un peu d'anciens quand même dans ce vallon, puisque Marc Sellé avait fait une fouille en 1986 ici. Mais ils n'avaient pas eu l'opportunité de descendre trop profondément, donc ce qui fait que l'essentiel du plan en dehors de la rue concerne des maisons romaines. Voilà. Donc quand on a ouvert la fouille urbaine les 3000 m² de Rouget-de-Lille, on ne s'attendait pas forcément à avoir une telle masse de données pour les périodes anciennes. Et en fait, on les a eus, et c'est probablement un des vallons en termes de réserve archéologique les plus intéressants de la ville, dans le sens où on a une urbanisation complète depuis le 3e siècle avant Jésus-Christ. Le vallon est occupé depuis le 7e, mais la mise en urbanisation, elle se fait au milieu du 3e siècle. Et ensuite, elle perdure jusqu'à la fin du 2e siècle après Jésus-Christ. Donc on a quasi 5 siècles d'occupation urbaine. Et en 2024, on a eu l'opportunité de compléter un peu les données en faisant le diagnostic de la partie supérieure du vallon, qui était encore un grand parc, mais qui pour l'instant n'a pas encore donné lieu à des fouilles. Donc vous avez en photo là les deux vues de la même opération. À l'époque romaine, cette voie, elle va être dallée, hein, voilà, donc vous avez, je vous la montre, mais on ne va pas en parler trop aujourd'hui. En tout, ça représente 200 mètres de long, sur lequel on a vraiment la ville qui se développe le long de cet axe, qui reprend quasiment le milieu du vallon. Donc, on va le faire de manière chronologique. L'urbanisme, je vous l'ai dit, il commence dans le courant du 3e siècle avant Jésus-Christ. Il perdure jusqu'au milieu et il perdure sous cette forme jusqu'au milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc, vous reconnaissez un urbanisme qui n'est pas du tout d'origine romaine, mais plutôt d'origine proto-historique, avec des séries de grandes lanières de bâtis comme ça, qui peuvent être doubles, qui sont accolés de manière perpendiculaire à la voie principale, mais qui sont ensuite desservis par des voies secondaires, qui sont drainés par ce qu'on appellerait des ambitus dans le monde romain, mais dans le monde gaulois, on va les appeler aussi comme ça, hein. Et ensuite dans lesquels on a une succession de cases accolées qui peuvent communiquer, hein. Les maisons, elles peuvent faire 3 pièces, hein, quand même. Peut-être qu'il y a des étages, ça on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est des modules accolés les uns aux autres. Donc ça, c'est très connu. Je vous montre 3 exemples juste pour vous le remettre en tête, mais à Latte, Nage pour des sites proches, et puis je suis allé chercher Entremont qui est un peu plus loin. Mais en fait, c'est un urbanisme typique de l'époque gauloise tardive, qui va précéder juste avant en fait l'arrivée des Romains, et qui est encore fonctionnel pendant la République, hein. Voilà, en tout cas pour la partie ancienne de la période républicaine. Voilà, donc c'est des modules à peu près similaires à chaque fois, et puis ils s'organisent autour de rues, soit très régulières comme un Nage, ou soit un peu plus organisés autour d'un rempart un peu en amande comme ça pour Latte. Ensuite, du coup, le module, je vous en parlais, c'est très régulier, donc les Gaulois savent faire du carré et du régulier, il n'y a pas de problème. On est sur une largeur de 5,25 m, ce qui représente, si on prend un pied de 35 cm, à peu près 15 pieds, voilà. Et on a pu observer au maximum 25 mètres de longueur. Mais bon, ça, faut le prendre avec des pincettes, parce que comme le site est très dérasé sur les bords, il n'est pas impossible que ça continue beaucoup plus loin, mais qu'on n'ait plus les vestiges. Ça remonte, le vallon remonte vraiment très très, très vite, et du coup, à partir d'ici, globalement, on n'a plus que le rocher. On voit d'ailleurs ici que c'est en train de dépasser de la berme, et c'est possible que du coup, on ait des lanières bien plus longues. Quoi qu'il en soit, la largeur, par contre, elle est clairement établie. Et on a soit des doubles lanières, soit des simples lanières, et c'est assez rectiligne et assez régulier, hein. Donc finalement, pourtant ils sont en zone de piémont, dans un vallon, mais ils sont allés quand même faire un urbanisme extrêmement rigide, et ils l'ont drainé de manière à ce qu'il n'y ait pas d'infiltration, pas de problème. Donc les caniveaux drainent tout ça, enfin les ambitus, mais qui servent de caniveaux, les rues servent de caniveaux à ciel ouvert, et les bâtiments sont installés en étage, en creusant le substrat, donc en rupestre pour les parties les plus hautes. Là, je vous mets 2 flèches pour vous montrer vraiment la régularité aussi. C'est quasiment tracé au cordeau. De part et d'autre du vallon, on a des lignes vraiment très très claires de points de fuite qui sont suivis ensuite par les arpenteurs probablement qui mettent en place tout ce schéma urbain.
Alors, bon, là, je me suis un peu amusé. Ça vaut ce que ça vaut, mais en tout cas, j'ai repositionné sur des fouilles plus anciennes, mais sur lesquelles on a surtout des sites romains, le module qu'on retrouve à Rouget de Lille et qui transparaît quand même dans un certain nombre de sites sur des bandes de bâtis. Euh, donc il faudra affiner un peu. Je l'ai fait vite fait la semaine dernière. Mais je me demande si, comme c'est le cas à Rouget de Lille pour les phases suivantes, à travers le bâti romain, on ne retrouve pas le laniérage proto-historique dans toute cette zone et peut-être même un peu au-delà. Donc ça pourrait remettre en question la limite de ce quartier sur la rue Rouget de Lille qui est ici. Hein. Voilà. Mais bon, ça reste très très hypothétique. Mais en tout cas, ce module de 5,25, il se reconnaît même dans les niveaux romains et dans un certain nombre de pièces de ces domus qui ont été fouillées par nos prédécesseurs. D'un point de vue technique, ah, voilà. Bah, je vous l'ai dit, c'est rupestre. Sur les parties hautes, on est engravé dans le rocher. Mais par contre, au fond, on a des hauteurs de murs de plus de 2,50 m, voire 3 mètres, parce que tant qu'on n'est pas au niveau des sols, on fait des murs en pierre. Et par-dessus, c'est des murs en bauge, uniquement de la terre. De la terre, de la terre, de la terre. 80% de terre. Pour les toitures, on ne sait pas. Alors, soit on les restitue à toit plat, comme la plupart des autres sites gaulois, soit on met des tuiles si on a envie, mais moi, ça me choque pas de mettre des toits en terre aussi plats, hein, de type Casbah, un petit peu. C'est ces petits sites de Piémont qui sont engravés dans le rocher et qui sont construits à 80% avec du matériau terre. Voilà un des ambitus qu'on a pu fouiller, qui est juste constitué par les deux murs des îlots. Hein. Il n'y a pas plus à cette époque-là, en tout cas, il n'y a pas plus de protection des murs que ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'on trouve dans ces maisons? Et ben, alors par contre, à Rouget de Lille, comme c'est très dérasé et que ça a été extrêmement abîmé par l'époque romaine, ben, on trouve surtout ici quelques vestiges de équipements traditionnels gaulois. Alors à savoir souvent un foyer, qui est une simple chape de terre cuite posée au sol, et des vases de stockage qui sont souvent arrachés. Alors là, vous avez la fosse, hein. C'est dans cette case ici. Voilà. Après, on n'ira pas bien plus loin. Des fois, il pourrait y avoir des banquettes, mais là, on les a plus. Donc, j'en dirai pas plus. C'est un peu ce qui manque sur ce site, c'est en dehors de l'architecture, des fois, pour les périodes anciennes, on a très très peu de niveau de sol conservé, puisque tout a été réoccupé, 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 réoccupé. Et donc, avec des fois des choses très destructrices dès l'époque romaine. Donc, on passe ensuite dans la première moitié du premier avant. C'est le même plan, mais si vous remarquez, ici, on n'est plus du tout dans la même logique, et là non plus. Donc le premier, ben, en fait, c'est probablement la première maison à cour aussi bien conservée de cette époque qu'on est sur Nîmes. Euh, elle intègre plusieurs cases de lanières, elle s'insère un petit peu au chausse-pied dans cet urbanisme primaire, primitif en tout cas, et, euh, et en fait, ils associent cette partie-là, ils créent une pièce au milieu et ils reconstituent à peu près tout le sud. On n'a pas fouillé cette partie qui était hors emprise. Voilà, donc il en manque un petit bout, mais globalement, euh, voilà à quoi elle ressemble. On arrive quand même à imaginer les circulations et l'organisation. Donc c'est des cours à maison centrée, pardon, c'est des maisons à cours centrées. Elle fait à peu près 280 mètres carrés au sol, la cour fait une soixantaine de mètres carrés. Autour d'elle s'organise avec les étoiles deux pièces décorées, une salle où on stocke, hein, puisqu'il y a deux doliums dedans, ou deux dolias, probablement l'espace culinaire, puisque c'est l'endroit où on trouve le foyer. La cour est drainée par un petit caniveau ici, qui s'évacue dans la rue. Et on imagine soit l'accès par là, mais bon, le mur était abîmé, on n'a pas trouvé de porte. Et avec le dénivelé, il faudrait au moins restituer une ou deux marches. Ou alors, plus commode, accéder à la maison par le sud, en face de la pièce principale de l'habitation. La cour est en partie dallée, hein, vous avez ce qui restait du dallage ici, le petit caniveau on le voit là, voilà. Donc c'est des choses assez simples, des dalles plantées de champs et c'est pour évacuer les ruissellements essentiellement. Voilà. Je vous l'ai mis sur une planche. Alors ça, c'est un travail qu'on avait fait avec un collègue, Grégory Macassi, à propos des maisons de Murviel. Donc j'ai rajouté celle de Nîmes et celle d'Uzès pour vous montrer aussi que celle-ci, ben, dans le contexte, elle déjuge pas trop. Elle est juste un peu plus biscornue, mais par contre, si on la compare en plan à celle de Saint-Rémy de Provence, ou bon, ça c'est déjà un peu plus cossu, mais ou même des ensembles un peu murviellois, c'est un peu plus petit. Donc on est entre deux.
C'est finalement des maisons déjà d'un certain standing, mais qui ne sont pas non plus trop luxueuses outre mesure, puisque on n'a qu'une seule pièce avec un béton, on n'a pas de mosaïque non plus hein, dans celle-ci. Donc voilà, je vous remets cette photo, bah, ça c'est la pièce avec les dahlias, donc on va passer un peu vite. Ça c'est ce qui restait du foyer, donc un coffrage, des galets chauffés, ça c'est de l'effondrement dedans. Voilà. Donc l'espace culinaire, hein, visiblement. Et la première pièce décorée, qu'on n'a pas eu le temps d'étudier dans le rapport, mais qu'on fera dans une publication ultérieure, donc avec un sol en terre et des enduits peints du second style pompéien. Et je vous montre directement du coup la suivante, qui elle a été étudiée dans le cadre du rapport par Julien Boilève, un collègue. Alors il a fait l'étude des peintures et Bertrand Wix a fait l'étude du sol, mais du sol blanc, du coup hein, il n'y avait pas de décor. Donc c'est de l'architecture traditionnelle, puisque c'est inscrit dans les anciennes lanières, donc c'est des solins de pierre avec de la terre en boge, hein, sur lesquels on pose des enduits de terre, sur lesquels on va accrocher ensuite les enduits chauds qui seront peints. Aux endroits les plus encaissés dans le rocher, ils ont fait une protection avec enduit chaud plus pense de tessons d'amphore. Et on a à peu près tous les types d'architecture possibles, puisqu'on a aussi des murs en adobe sur lesquels on accroche les enduits peints. Donc là, vous avez à peu près toutes les techniques qui puissent exister de construction en terre, sur solin de pierre, et puis d'accroche d'enduits, et couler évidemment aussi une dalle de béton dans cette pièce. Les enduits restitués, tels que Julien a pu les remonter. Le second style pompéien à Nîmes, c'est la première fois qu'on en trouve en place. D'habitude, c'est toujours soit dans des remblais. À la Maison Carrée, il y en avait, mais ils n'étaient pas en place. Là, pour le coup, on peut restituer 2 pièces. Pour Nîmes, c'est exceptionnel. Après, vous voyez que c'est pas la seule à en avoir livré, puisqu'il est représenté quand même dans toute la province et aux marges. Hein, voilà, à Lyon et je ne vois plus. C'est pas bien lisible cette carte. Et, et ici, bah, c'est une imitation en fait d'orthostat en couleur avec utilisation de rouge cinabre qui est l'enduit, la peinture la plus chère de l'époque. Donc c'est pas non plus un programme décoratif qui est trop... enfin il est quand même un peu cossu déjà, hein, voilà. Et ensuite sur le sol, on a pu repérer un certain nombre de traces. Donc ici des traces de rouille. Ici un espace où on n'a aucune tache de bras zéro. Une accroche pile poil au centre du béton, ce qui permet de restituer probablement un espace avec des banquettes, une table, au moins une qui n'est pas amovible, enfin qui ne bouge pas, hein, voilà, et des bras zéro qui peuvent circuler en fonction des climats qu'on peut avoir, hiver, été, printemps, automne, voilà. Donc c'est la salle de réception de la maison et on est ouvert sur la cour et c'est pour ça que j'imagine que l'entrée peut être aussi de l'autre côté en vis-à-vis de cette pièce qui est la plus richement décorée de la bâtisse. Alors je vous montre l'autre maison, alors pour vous en dire beaucoup moins de choses. Simplement, il y a une cour, hein, elle est là, elle est drainée par ce caniveau, et on va surtout parler de cette petite pièce parce que c'est probablement l'une des cuisines les plus précoces et les mieux conservées qu'on ait sur le site. Donc, elle est dépendante de cette maison, c'est donc une pièce vraiment spécialisée et faite pour ça. Organisée autour d'un couloir central de 75 à 80 cm, pour faire abstraction de ça, qui est un caniveau augustéen qui est venu la traverser de part en part. Mais heureusement pour nous, il est passé quasiment que dans le couloir, donc on peut tout restituer. De part et d'autre de ce couloir, on va avoir une table foyère qui fait plus d'1,60 m de long par 52 cm de large, donc déjà il y a de quoi cuire un certain nombre de marmites là-dessus. En face, la meule était en place, il ne restait que la méta, mais elle est en place. Et à côté, on a le four à cloche. Donc le four à cloche, là vous voyez, c'est surtout la sole qui est conservée, mais sur le site, on a eu le droit d'avoir un four entier. Donc ça se représente comme ça en fait, c'est un tanour en fait, c'est des fours à galettes comme on en utilise aujourd'hui au Moyen-Orient ou au Maghreb. C'est des vases d'argile, sont posés sur une sole et qui sont entièrement englobés dans une gangue d'argile crue. Donc en fait, ils sont pas du tout amovibles. Une fois qu'on les a posés, qu'on les a englobés, on les abandonne si on doit les abandonner, quoi. Voilà. Celui-là, il a été remblayé dès l'époque romaine. Ils l'ont laissé. Voilà. Donc, et puis on colle les galettes une fois qu'il est en chauffe pour faire cuire le pain. Voilà pour
Voilà, pour ces quelques vestiges de Rouget de Lille. Et je voulais terminer du coup sur une espèce de mise en perspective en guise de conclusion. Qu'est-ce que vont devenir ces deux quartiers en fait juste après? Eh ben, à Cadéro Jean Jaurès, ça va devenir une officine de production de lampes à huile. On est là à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, donc le tout début de l'ère augustéenne, avec les fours de potier, les tours de potier, le four de potier, donc on en avait 4 alignés. Je pense qu'on en a dans la pièce d'à côté aussi, mais qui dépend d'un bâtiment qui est sous la limite de parcelle, donc on a probablement une série d'officines comme ça. Les productions qui ont été étudiées par Raphaël Agaffa du musée de Nîmes, on les connaissait à Nîmes, mais on pensait elle se doutait qu'il y avait probablement un atelier, mais sinon c'est des productions républicaines italiennes. On les connaît beaucoup dans le nord de l'Italie, et elles arrivent à Nîmes 40-50 ans après les productions italiennes, donc du coup ça colle parfaitement. On a trouvé un des ateliers qui produisait ces petites lampes. Et quelques décennies plus tard, ça devient le quartier urbain de la nouvelle ville, avec une belle domus qui se met en place au nord, et peut-être un bâtiment d'accueil au sud, avec une calade au centre, et des ailes, et un étage. Voilà. Donc, et ouvert évidemment sur la rue. Voilà pour ce quartier de Cadéro. Et pour Rouget de Lille, c'est une évolution différente, puisqu'on était dans la ville haute, au-dessus de l'arrivée du niveau d'altimétrique de l'arrivée de l'aqueduc. Donc dans un premier temps, le quartier, dans le début du 1er siècle après Jésus-Christ, il va se transformer en quartier artisanal. Et vous voyez que tous les espaces, alors je vous ai dit, c'était mal conservé pour les niveaux anciens, c'est parce qu'à un moment donné, au début du 1er siècle après Jésus-Christ, ils construisent des espaces de stockage dans quasiment toutes les pièces. Donc ça fait des gros dégâts. Ici, on a probablement un pressoir, ici on en a un autre, et là on a un espace avec un bassin et un ancien gros dolium qui devait récolter les jus à l'intérieur. Donc c'est vraiment des installations de presse et de production soit d'huile, soit de vin. On n'a plus aucun vase en place parce que 50 ans plus tard, on reconstruit des grosses maisons, on reconstruit d'énormes maisons avec très grands jardins qui occupent des espaces très très grands, quasiment toute la fouille. Ici c'est tout un jardin avec un triclinium d'été et la maison se développe derrière là et au-dessus. Voilà pour l'évolution de ces quartiers pendant le 1er siècle, juste après finalement la période qu'on vient de traiter. Et je terminerai du coup sous le regard de ce notable Nîmois qui a été découvert sur la fouille de Cadéro. Et j'en profite aussi pour remercier les équipes avec qui j'ai travaillé. Donc c'est un personnage masculin, découvert dans une fosse, mis au rebut dans une fosse dont l'assemblage date de -75 à -50 maximum. Donc c'est-à-dire que ce personnage, il a vécu soit à la fin du 2e, soit au tout début du 1er siècle avant Jésus-Christ, plus probablement dans le 2e siècle. Et c'est probablement une des statues les plus importantes pour la période précoce, puisque c'est traité à la manière républicaine, mais c'est un Gaulois, avec une coiffure à la gauloise. Donc voilà, on terminera sur lui. Et un torque, il y est. Voilà. Donc on terminera sous son regard bienveillant, et puis pour montrer qu'effectivement, comme tu le disais en préambule, que continuer à faire de l'archéologie préventive, ça vaut quand même le coup. Et puis que il va pas falloir arrêter, quoi. Voilà. Merci pour votre attention.